Alors, bonsoir à tous, bonsoir aux gens à la maison. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de la municipalité d'Ormston qui est tenue aujourd'hui, jeudi le 2 octobre, 17 heures. Donc, présent ce soir à la séance du Conseil, nous avons les conseillers, Thomas Van Doore, Jacques Guilbeault, Michel-André Aymon, Shane Beauchamp, Madame Taillefer, elle est absente. Nous avons aussi présent ce soir le directeur général, M. Daniel Leduc, et Antonina Rudavina, qui est la greffière et directrice des affaires juridiques. Donc, comme nous avons quorum, je déclare la séance ouverte. Il est 17h03. On procède à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que les conseillers ont tous reçu l'ordre du jour? Oui? Oui, oui. Oui. Donc, il n'y a pas de changement à l'ordre du jour? Non. Donc, alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Proposé par Shane Beauchamp et secondé par Moi-même. Jacques Guilbeault. Au point 3, pour l'administration, 3.1, adoption des opérations financières, approbation, c'est-à-dire, il est donc proposé d'approuver la liste des opérations financières en date du 2 octobre 2025, qui est jointe au présent procès verbal à l'annexe A, pour un montant de 329 508 et 5 sous. Proposé par Shane Beauchamp et secondé par Thomas Van Doore. 3.2, désignation du deuxième signataire pour les institutions financières. Donc, attendu que la délégation d'autorité exige 2 signatures pour autoriser les paiements auprès des institutions bancaires. Qu'en l'absence de la directrice du service des finances, il est nécessaire d'ajouter un deuxième signataire pour autoriser les paiements auprès des institutions financières. Il est donc proposé d'autoriser l'ajout d'un deuxième signataire pour autoriser les paiements et de nommer la technicienne comptable actuellement en fonction à titre de deuxième signataire pour autoriser les paiements auprès des institutions bancaires. Donc, proposé par Thomas Van Doore, secondé par Jacques Guilbeault. Au point 3.3, renouvellement du règlement d'emprunt numéro 68-2011 concernant les travaux qui ont eu lieu sur la rue des Boisés. Le règlement d'emprunt est d'une durée de 25 ans avec un terme renouvelable tous les 5 ans. Le terme actuel de 5 ans est arrivé à échéance. Le dit règlement d'emprunt 68-2011 a été approuvé par le HAMACH en date du 15 septembre 2011 par résolution numéro 1109-263 pour un emprunt initial de 90 000 $, que la municipalité doit procéder au renouvellement d'emprunt du solde de 54 000 pour une période additionnelle de 5 ans, selon le taux d'intérêt proposé par la Caisse des Jardins. Il est donc proposé d'autoriser la Caisse des Jardins à procéder au renouvellement du règlement d'emprunt numéro 68-2011 pour un montant de 54 000 $ au taux d'intérêt qui sera proposé par elle pour une durée de 5 ans. Proposé par Jacques Guilbeault, secondé par Shane Beauchamp. 3.4, acquisition du logiciel PG Solutions pour les finances. Attendu que présentement, la municipalité utilise actuellement le logiciel SIGEM pour les services suivants: urbanisme, voirie, environnement, ingénierie et finances. Attendu que PG Solutions a acquis Infotech et a annoncé que le logiciel SIGEM ne bénéficiera plus de mise à jour ni de support à long terme, que le logiciel SFM offert par PG Solutions pour le département de la comptabilité offre davantage de fonctionnalités, est plus performant et est largement utilisé dans le milieu municipal. Il est donc proposé d'autoriser l'achat du logiciel SFM proposé par PG Solutions au montant de 114 892 $.
proposé par Shane Beauchamp et appuyé par Thomas Van Door. 3.5, acquisition du logiciel Accès Territoire. Attendu que présentement, la municipalité utilise le logiciel SIGEM, que PG Solutions a acquis Infotech et a annoncé que le logiciel SIGEM ne bénéficierait plus de mise à jour ni de support à long terme, que le logiciel Accès Territoire offert par PG Solutions est plus performant, mieux adapté aux besoins actuels des divers départements et est largement utilisé dans le milieu municipal. Il est proposé d'autoriser l'achat du logiciel Accès Territoire par PG Solutions qui répond aux besoins des départements concernés au montant de 23 720 $. Proposé par Thomas Van Door et secondé par Shane Beauchamp. 3.6, confirmation de la permanence de Cathy Laviolette au poste de directrice des ressources humaines. Attendu la résolution 25-05-156, embauche d'une directrice des ressources humaines, que la période de probation de l'employé arrivée à échéance le 2 octobre 2025 et qu'elle a rencontré avec très grande satisfaction les attentes fixées, il est proposé de confirmer l'embauche de Mme Cathy Laviolette au poste de directrice des ressources humaines de la municipalité pour occuper les fonctions et assurer les rôles, responsabilités et tâches généralement reconnus et octroyés à ces fonctions. Proposé par Thomas Van Door et appuyé par Shane Beauchamp. Je m'oppose. Donc, Michel-André Aymon s'oppose. Et donc, la résolution est adoptée à la majorité des membres présents. Oui. Oui. C'est ça. Depuis l'embauche de Mme Laviolette, on a eu 3 arrêts maladie. Et puis, il y a eu des erreurs au niveau des procédures au niveau RH. Et c'est pour ça que je demande une prolongation d'approbation de 3 mois. On a payé actuellement, juste ce mois-ci, 5 820 d'avocats. Alors, qui a fait les erreurs ou de procédure ou quoi que ce soit, c'est pas évident si c'est la RH, la mairesse ou le DG, mais ça a été comme mal conseillé. C'est pour ça que je refuse l'approbation et je demande une prolongation. Sauf que la résolution est pour l'acceptation, donc vous avez voté contre et la résolution, elle est acceptée à la majorité des membres présents. Et les affirmations que vous faites ne sont pas confirmées. Donc, ce sont vos allégations à vous. C'est ça. Donc, il est proposé et résolu à la majorité des membres conseil du président de confirmer l'embauche de Mme Cathy Laviolette au poste de directrice des ressources humaines. 3.7, autorisation d'octroyer un mandat de service juridique spécialisé à Dunton-Rainville. Attendu que la municipalité doit protéger l'intégrité de son administration, de ses élus et de ses employés, qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de prévenir des situations qui pourraient nuire à sa saine réputation et qu'il apparaît nécessaire de permettre l'usage de procédures judiciaires et autres recours appropriés, attendu que la firme Dunton-Rainville agit comme conseillère légale externe et procureur pour la municipalité. Il est donc proposé d'octroyer un mandat de service juridique spécialisé à la firme Dunton-Rainville, cabinet d'avocats, afin de nous représenter dans le cadre de procédures judiciaires. Proposé par Shane Beauchamp et secondé par Thomas Van Door. Et je m'oppose. Donc, Michel-André Aymon vote contre. Donc, la résolution elle est approuvée à la majorité des membres présents. Vous avez pris en note? Oui. 4. À l'article 4, pour les avis de motion et règlements, 4.1, avis de motion et dépôt d'un règlement, d'un projet de règlement sur les PPC mois, numéro 169-2025, abrogeant le règlement numéro 114-2021. Donc, avis de motion est donné
qu'à l'effet que un conseiller présente et dépose le premier projet de règlement numéro 169-2025 qui modifie le règlement numéro 197-2023 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui s'appelle un PPC-moi. Est-ce qu'il y a des copies en arrière de ça? Donc, il y a des copies en arrière du projet de règlement. J'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis de motion. Chêne-Beauchamp. 4.2, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement sur les dérogations mineures numéro 170-2025 qui abroge le règlement numéro 21-2006. Avis de motion étant la présente aussi donnée à l'effet qu'on dépose le premier projet de règlement numéro 170-2025 modifiant le règlement numéro 21-2006 relatif aux dérogations mineures. Le projet est en arrière aussi, si les gens veulent le consulter. Et l'avis de motion est donné par le conseiller Michel-André Aymon. 4.3, avis de motion, et ici il y a une erreur à corriger, c'est avis de motion et dépôt d'un projet du règlement numéro 145-2025. Point 1, modifiant le règlement relatif à la démolition d'immeubles dont le numéro est 145-2023. Donc, avis de motion est donné à l'effet que nous déposons le premier projet de règlement numéro 145-2025.1, modifiant le règlement numéro 145-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Et le règlement est aussi à l'arrière pour consultation. Et l'avis de motion est donné par Jacques Guilbeault. À l'article 5, travaux publics et services techniques. Donc, 5.1, résultat de l'ouverture des soumissions au devis ORM 2025-12, forage exploratoire pour la recherche en eau. Donc, la résolution numéro 25-09-267 a autorisé la municipalité à procéder à un appel d'offres public pour les forages exploratoires pour la recherche en eau potable pour remplacer les puits 1, 4 et 5 Jamestown qui sont en fin de vie, que cette dépense est éligible à la subvention de la TEC 2024-2028, que la municipalité a déposé l'appel d'offres public sur le SEAO le 15 septembre 2025, que l'ouverture des soumissions a été faite le 1er octobre 2025 à 10h05 et que la municipalité a reçu une seule soumission de forage technique eau, Inc., au montant de, c'est le montant que j'ai en bas, là, 231 540 $, c'est ça? Au montant de 231 540 $, que cette soumission est budgétairement non recevable. Il est donc proposé de refuser la soumission de l'appel d'offres ORM 2025-12, forage exploratoire pour la recherche en eau de l'entrepreneur Forage Technique Eau Inc., situé au boulevard Lionette-Boulet à Varennes, et d'accepter de retourner en appel d'offres destiné à recevoir des nouvelles propositions pour les forages exploratoires pour la recherche en eau. J'ai besoin d'un proposeur, Chêne-Beauchamp, appuyé par Jacques Guilbeault. 5.2, résultat de l'ouverture des soumissions au devis ORM 2025-03, réfection du rang des botreaux et l'octroi de contrat. Attendu que le rang des botreaux a une problématique d'écoulement des eaux par les fossés qui endommagent les fondations de la route et que l'état de la route est jugé critique, que la résolution 25-03-082 a autorisé la municipalité à procéder à un appel d'offres public pour la réfection de la route, que la résolution 25-05-176 a entériné l'adoption du règlement d'emprunt visant à financer le projet des travaux, que la municipalité a déposé l'appel d'offres public sur le SEAO le 15 septembre 2025 et que l'ouverture des soumissions a été faite le 1er octobre 2025 à 10h05, que la municipalité a reçu les 5 soumissions suivantes. Donc, Ali Excavation pour un montant de 1 732 189,58 $ plus taxes. 2, Eurovia Québec Construction Inc. pour 1 736 408 plus 47 sous plus taxes. 3,
Roxborough Excavation pour 1 804 740 et 16 sous plus taxes. Les pavages CK Inc. pour un montant de 2 184 215 et 54 sous plus taxes. Et les pavages Ultra pour 2 409 819 et 4 sous plus taxes. Attendu qu'Ali Excavation a déposé une soumission conforme représentant l'offre au plus bas coût, que les soumissions reçues sont dans le budget, que la recommandation du service technique de la municipalité est d'accepter la soumission. Il est donc proposé d'octroyer le contrat d'appel d'offres ORM 2025-03 resurfaçage durant des botreaux à l'entrepreneur Ali Excavation situé au boulevard des Érables à Salaberry de Valleyfield au montant de 1 732 189 et 58 sous plus les taxes applicables. Et je demande un proposeur qui est M. Jacques Guilbeault, secondé par Shane Beauchamp. C'est un rêve de M. Guilbeault de voir se rendre resurfacé. À l'article 5.3, résultat de l'ouverture des soumissions au devis ORM 2025-09, nettoyage des dépôts à neige et octroi de contrat. Donc, attendu qu'un avis de non-conformité a été émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques à l'endroit du système de traitement des matières en suspension, des graisses et des huiles dans les 2 bassins de décantation des 2 dépôts à neige municipaux, que la municipalité se doit d'intervenir pour corriger la situation sous peine d'amende importante, que le conseil municipal a passé la résolution 25-08-245 autorisant la municipalité à procéder à un appel de soumission pour le nettoyage des dépôts à neige et l'octroi de contrat, que le devis est envoyé à 3 entrepreneurs locaux le 25 septembre 2025, soit la compagnie E360, Rovan et Récubec. Attendu que la municipalité a reçu seulement 2 offres de service, soit la compagnie E360 pour un montant de 8 413 et 30 sous plus taxes et Récubec pour un montant de 21 815 et 5 sous plus taxes. Attendu que la plus basse soumission s'est avérée être conforme, il est donc proposé d'octroyer le contrat de nettoyage des bassins de décantation des 2 dépôts à neige à la compagnie E360 située au chemin des Sables à Vaudreuil-Dorion au montant de 8 413 30 sous plus taxes. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Jacques? Oui. Jacques Guilbeault qui propose et c'est secondé par Thomas Van Dor. 5.4. Modification du contrat ORM 250-121 de Artelia, conception de plans et de vie des infrastructures municipales. Alors, attendu que la résolution 25-02-065 confirmant l'octroi de contrat de services professionnels à la firme Artelia Canada, que l'obligation de la municipalité à fournir des services conformes, qu'une économie potentielle au niveau de la surveillance des travaux par le rassemblement des phases 1 et 2 en 2026 et au niveau de ne pas avoir à recommencer les études pour un 2e mandat, tandis que le choix de la municipalité d'opter pour effectuer ces travaux en même temps que les travaux prévus au plan directeur afin d'obtenir un pavage uni, que cette dépense est éligible et entièrement couverte par la subvention de la PEC 2024-2028. Il est donc proposé d'autoriser que ces travaux soient réalisés conjointement avec ceux prévus au phasage 2026, permettant ici une optimisation des coûts, notamment en matière de surveillance de chantier et en évitant la démolition de nouveaux pavages, d'autoriser l'ajout des travaux correctifs au contrat octroyé à la firme Artelia afin d'assurer la régularisation complète des conduites et éviter un nouveau mandat de conception, d'autoriser la modification du contrat de service professionnel de la firme Artelia Canada et d'autoriser une dépense budgétaire ne dépassant pas 25 du montant du contrat initial. Proposé par Shane Beauchamp et appuyé par Michel André-Aymon. 5.5.
Demande de prix pour le service externe de déneigement des patinoires. Entendu que les employés de Col Bleu doivent prioritairement se consacrer aux opérations de déneigement du réseau routier et au respect des heures de travail prévues à la loi 430. Attendu qu'il est nécessaire d'optimiser les services d'entretien hivernal des patinoires situés au parc Mario-Dumas et au parc des Érables, il est donc proposé que le déneigement des patinoires subventionnées soit confié à un entrepreneur privé, et ce, lors de toute accumulation de neige de 5 cm ou plus, et que la période de prestation des services soit établie du 15 décembre 2015 au 15 mars 2026. Proposé par Shane Beauchamp et secondé par Jacques Guilbeault. Oui. Sécurité incendie, le Conseil prend acte du dépôt du rapport du service d'incendie pour le mois de septembre. Au point 6.2, dépôt et adoption du rapport final de la firme Centre Conseil en sécurité incendie touchant au plan de mise en œuvre pour la municipalité d'Ormstown et des modifications au schéma de couverture des risques. Donc, en vertu de la loi sur la sécurité incendie et des orientations ministérielles, les municipalités doivent mettre en œuvre les mesures prévues dans le schéma de couverture de risque en sécurité incendie élaboré par la MRC du Haut-Saint-Laurent, que la municipalité d'Ormstown est engagée à appliquer les actions prévues dans le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque d'incendie, qu'un retard significatif a été constaté dans la réalisation de plusieurs mesures structurantes, compromettant ainsi l'atteinte des objectifs ministériels. Et donc, afin de compléter ce retard et d'assurer un soutien stratégique et opérationnel à son service de sécurité en incendie, la municipalité a confié à la firme Centre Conseil en sécurité incendie, donc CCESI, un mandat visant l'atteinte de ces objectifs liés au respect du schéma de couverture des risques, que la firme CCESI a préparé un rapport présentant l'état de la situation, identifiant les principaux enjeux organisationnels et formulant des recommandations concrètes visant une gouvernance efficace et une conformité réglementaire, lequel rapport a été présenté aux membres du conseil de la municipalité. Il est donc proposé d'entériner et d'adopter le rapport de la firme Centre Conseil en sécurité incendie touchant au plan de mise en œuvre pour la municipalité d'Ormstown et des modifications au schéma de couverture des risques d'incendie, proposé par Thomas Van Dor et secondé par Shane Beauchamp. En urbanisme, nous prenons acte du dépôt des permis pour ce mois-ci. Il y a eu une vingtaine de permis émis ce mois-ci pour une valeur des travaux de 522 498 $ et le coût des permis de 2 355 $. Nous avons eu deux demandes d'abattage d'arbres, un permis pour le bâtiment accessoire, une demande pour du colportage, 2 pour la construction, 2 en demande d'urbanisme, 1 en démolition, 1 pour des enseignes, 1 pour des installations septiques, 1 pour du lotissement, 1 pour patio, terrasse et galerie, 1 pour piscine et 6 pour rénovation. Au point 8, culture. Nous prenons acte des activités à venir pour le mois d'octobre pour la bibliothèque. Donc, à 8.2, il y aura la Grande Marche Pierre Lavoie. C'est donc il y a une proposition de l'organisme Une affaire de famille. Attendu que la Grande Marche Pierre Lavoie est un événement annuel qui fait la promotion des saines habitudes de vie auxquelles participe la municipalité et que la municipalité a reçu une soumission de l'organisme Une affaire de famille pour des services de soutien à l'organisation de l'événement La Grande Marche Pierre Lavoie qui se tiendra le 19 octobre prochain au montant de 1 860 $, que la municipalité a reçu une subvention de 2 000 $ de l'organisme Le Grand Défi Pierre Lavoie pour l'organisation de l'événement. Il est donc proposé d'autoriser l'acceptation de la soumission et l'octroi du contrat à l'organisme Une affaire de famille pour la prestation des services de soutien à l'organisation de l'événement La Grande Marche Pierre Lavoie qui se tiendra le 19 octobre prochain au montant de 1 680 $.
proposé par Jacques Guilbeault et secondé par Michel-André Aymon. Au point 9, communication. Et nous faisons ce soir le lancement du nouveau site officiel Internet de la municipalité d'Ormstown. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Isabelle qui va nous faire cette présentation. C'est elle qui est en charge du département des communications. Bonsoir. Donc, juste avant de commencer la présentation, parce qu'on n'a pas tout à fait terminé, si vous avez des questions, on va les garder pour la période des questions, puis je vais lui répondre avec plaisir. Donc, un projet phare de cette année était la refonte complète du site Web, autant en termes de contenu que de look aussi. On voulait le moderniser tout en gardant le charme de Ormstown dedans et le rendre évidemment plus à jour. Il y avait des lacunes au niveau de l'ancien site Web pour toutes sortes de raisons. Donc, maintenant, on l'a mis à jour. On l'a rendu plus intuitif. Donc, la navigation en termes d'arborescence. Donc, si nous allons dans les onglets, c'est beaucoup plus intuitif que ce l'était. Vous retrouvez vos services, règlements, tout ce qui se passe dans votre municipalité, plus particulièrement culture et loisirs ici. Puis ensuite, au niveau plus de mon département, les communications, bien, vous allez avoir votre bulletin municipal ici, nouvelles communiqués, les avis publics, les alertes municipales. Donc, vraiment plus agréable à naviguer. Je vais juste vous irez le voir, vous irez le découvrir, puis je vais vous présenter plus la page d'accueil ici. Donc, vous pourrez évidemment découvrir votre municipalité. Vous avez des accès rapides, ils ne sont pas figés, donc on va y aller évidemment en fonction peut-être plus des saisons. Donc, la taxation pourrait être plus en premier lorsque ce sera la saison d'envoi des taxes et ainsi de suite. Vous avez vos actualités qui vont apparaître ici et une carte interactive qui vous donne les points d'intérêt dans la municipalité, ainsi que les événements à venir. Donc, comme mentionné, il y a la Grande Marche Pierre-Lavoie qui vient le 19 octobre et les élections municipales qui sont le 2 novembre. Et en bas, bien, vous retrouvez nos informations plus générales et le lien pour aller vous inscrire à une éventuelle infolettre. Si je vous ramène plus haut, en haut, vous allez remarquer qu'il y a un espace citoyen. L'espace citoyen a été réfléchi davantage dans une optique future. Donc, pour l'instant, il n'y a rien dessus, mais éventuellement, dans une deuxième phase d'un projet, ce serait de peut-être pouvoir s'inscrire à des activités, consulter ses relevés de taxes en ligne, participer à toutes sortes de concours. Exemple, ramener le concours de la citrouille, voter pour votre citrouille, ce genre de trucs-là. Le rendre un petit peu plus dynamique et pour tous les âges aussi, parce qu'une municipalité a des gens de 0 à 100 ans. Donc, c'est pas mal ça pour le site web. Fait que je vous invite à aller le découvrir. Il est aussi ce qu'il appelle responsive. Donc, vous l'ayez sur ordinateur, tablette, cellulaire, il s'adapte selon l'outil technologique que vous utilisez. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Isabelle sur le site de la municipalité? Ben, on va juste attendre la période. Ça va être plus simple après. Ouais, c'est parce que vu que tu as l'écran là, ça serait plus facile si tu veux aller leur montrer. C'est 9h30. Bon, je vais le corriger. Merci pour la mention. Puis, c'est un peu ça aussi. Un site web n'est jamais figé dans le temps. Donc, c'est toujours à mettre à jour, régulièrement à mettre à jour aussi avec les informations, les différents projets de règlement, les séances du conseil aussi, mais également les activités, les événements et tout ce qui se passe. C'est d'ailleurs la référence en termes d'affaires municipales. C'est un peu le but là-dedans. Juste pour l'enregistrement, venir au micro si vous avez des questions, ça va être plus facile à capter. Pouvez-vous nous montrer qu'est-ce qu'il y a dans les règlements? Parce que la dernière fois, ça avait été dans l'ancien système. C'est quelque chose où il y avait des lacunes. Alors, je voulais juste voir si tous les règlements sont vraiment facilement accessibles. Supposément. Donc, sous service, vous allez trouver réglementation. Ensuite, dépendamment du règlement que vous cherchez, donc on peut aller dans règlements principaux. Et vous avez, selon les thématiques, donc et non pas les numéros ou les dates de publication, ce qui est beaucoup plus simple. Selon les thématiques, bien, vous avez vos règlements, les principaux règlements ici.
Si jamais, pour X raison, vous ne retrouvez pas le règlement, vous pouvez toujours envoyer un courriel à la greffière pour faire une demande. Puis, on vous le retournera le règlement avec plaisir. Bien, merci Isabelle pour cette présentation. D'ailleurs, le conseil découvre le nouveau site ce soir en même temps que vous. Fait qu'on va avoir du plaisir à l'utiliser dans les prochains jours pour se familiariser avec. On n'a pas à l'accepter ou quoi que ce soit, c'est juste la présentation. OK. Donc, ensuite, nous passons à Varia, qui est ce soir 10.1. On parle de la course Rudolph. Donc, la course Rudolph a lieu chaque année dans la municipalité. Donc, cette année, ça va avoir lieu le samedi 29 novembre, de 7h à 11h, avec l'aide du club 4H, Armstrong comme bénévole. Est-ce qu'on va mettre sur le site la carte du parcours? Donc, c'est ça. Il y aura... la superficie est quand même assez grande à couvrir, donc il y aura beaucoup de besoins pour Noël. Le but de la marche Rudolph, c'est évidemment pour ramasser des fonds puis pour les paniers de Noël. Donc, on vous encourage quand même. Ça va être la 16e course cette année qui aura lieu dans les rues d'Ormstown. Donc, je répète la date, le 29 novembre, de 7h à 11h. J'essaie de regarder si on nous donne un point de départ, mais là, il faudra agrandir la carte là, parce que je ne peux pas vraiment voir la carte. Oui, c'est ça. Ça va être mis sur le site, puis sans doute... on pourrait peut-être mettre des cartes de disponibles ici, mais agrandies pour que les gens puissent venir s'en procurer, ceux qui veulent participer. Habituellement, on demande que les gens portent du rouge cette journée-là pour la marche. Ensuite, je vais vous parler du balado. Cette année, au mois de septembre, le Gleaner a lancé ce qu'ils appellent... ça va être en anglais, mais ça s'appelle de la ferme au foyer, ce qui s'appelle Farm to Food Show. Ça va être un balado qui va être diffusé en anglais toutes les 2 semaines afin d'accroître la couverture médiatique du plus grand secteur économique de la vallée, soit l'agriculture. Et donc, le balado sera produit dans un studio installé dans le bâtiment industriel du parc d'exposition Armstrong grâce au soutien de la LBA. Il proposera des interviews d'agriculteurs et d'entreprises agroalimentaires locaux avec des invités intéressants venus du monde entier sur tous les sujets liés à l'agriculture et à la production alimentaire, ainsi que des nouvelles brèves d'actualité et autres informations pertinentes sur le secteur agroalimentaire. Il sera complété par une rubrique bi-hebdomadaire intitulée Farm and Food dans le Gleaner. L'objectif sera de fournir davantage d'informations sur le principal secteur économique de la vallée, à savoir l'agriculture et la production agroalimentaire, ainsi que de toucher les nombreux consommateurs de la région et des environs de Montréal, afin qu'ils soient mieux informés sur l'agriculture et le secteur agroalimentaire. J'ai tenté de rejoindre les gens qui vont faire ce balado pour savoir exactement quand, parce qu'on me dit juste à toutes les 2 semaines. Donc, quand on aura l'information, on pourra l'inscrire sur le site, puis sur peut-être la page web pour donner juste cette information complémentaire que je n'ai pas à cette heure-ci. Je vais aussi vous parler d'une journée porte ouverte qui va y avoir lieu le 2 novembre prochain, qui est la journée des élections. Ça tombe bien parce que vu que cette journée-là, nous espérons que les gens vont sortir en grand nombre pour aller voter. Alors, ça va leur donner l'occasion d'aller faire un petit tour à la salle McDougall, qui est située sur la rue Lambton, à côté de l'église Saint-Paul's. Et le but de cette journée-là, c'est une journée en reconnaissance. Je vais vous lire le titre là, qui nous a été transmise. C'est une réception organisée pour marquer la fermeture du centre médical d'Ormstown qui a été en opération de 1957 à 2021, donc pendant 64 ans. Et aussi pour remercier les médecins qui ont pris leur retraite pendant ou tout juste après la pandémie
de la COVID-19. Donc, on parle des médecins Dr. Kotecki, Dr. John Ortop, Dr. Vince Blondé et de Dr. Vandor ici présent. Ces médecins-là ont œuvré auprès de presque toute la population d'Ormstown au cours des 40, 50, 60 ans que le centre médical a existé. Donc, je pense que les citoyens ont tout honneur de venir leur souhaiter bonne retraite. Il va y avoir un document qui va retracer aussi brièvement l'historique de la clinique et des exemplaires imprimés sont disponibles pour ceux qui souhaitent avoir cet historique-là. Il y aura un code QR également fourni pour ceux qui préfèrent le consulter, le document en ligne. Et comme ça, c'est quelque chose qui concerne Dr. Vandor, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à cette présentation-là. Donc, j'incite fortement les gens de la municipalité qui ont eu accès, qui ont eu le plaisir d'avoir ces médecins-là, qui sont dévoués pour leurs patients, de prendre le temps durant cette journée-là, puisque vous allez être à l'extérieur de toute façon, de venir leur dire un gros merci et de venir chercher l'historique de ce centre médical qui a opéré pendant de nombreuses années chez nous. Au point 10.4, vous allez me donner un petit peu votre patience pour un petit mot que je vais vous laisser ce soir. Donc, pour le conseil ce soir, nous voilà au terme de 4 années bien remplies pour le conseil actuel qui terminera son mandat bientôt lors des élections du 2 novembre prochain. Je vais commencer par remercier certaines personnes. Premièrement, ma famille pour son appui indéfectible ces 4 dernières années. Leur amour est et sera toujours pour moi une source d'inspiration. Dans tout ce que j'entreprends, je veux toujours être une source de fierté pour eux. Ensuite, le plus grand des merci pour mes amis I et mes amis E, ma garde rapprochée, qui sont eux mes modèles de droiture, de franchise, de respect et de grande amitié. Je parle ici de Daniel, alias Dan, de Lucille, Louise, Elisabeth, Debbie N et Debbie M, Richard, Jean-Pierre. Je peux toujours compter sur eux n'importe quand, même lorsque mes décisions les tracassent. Leur fidélité est à toute épreuve et leur respect indéfectible. Je ne les remercierai jamais assez. Je ne peux pas non plus passer sous silence les employés avec qui nous avons navigué ces 4 années, mais principalement celles et ceux de la dernière année. Je serai éternellement reconnaissante à M. Leduc, le directeur général, qui est en poste depuis un peu plus d'1 an et avec qui nous avons fait un pas de géant, un pas vraiment immense dans l'avancement de nos dossiers et le début d'une mise en place de la structure organisationnelle de la municipalité. C'est un directeur d'une grande expérience qui met au service de la municipalité, qui ne compte pas ses heures et en qui nous avons mis notre confiance et qui fait ses preuves. Je tiens ici à répondre à la remarque d'un citoyen qui se demandait si le conseil venait de se réveiller dans la dernière année. Ben non, justement. Mais c'est seulement lorsque nous avons eu un directeur avec les compétences et l'expérience nécessaires que les choses ont pu bouger. Je mets au défi n'importe quel conseil de mettre de l'avant toutes les meilleures idées et projets du monde. Si ce conseil n'a pas le directeur pouvant mener à terme ses projets, il ne se passera absolument rien. La preuve, je pense, est assez évidente en ce moment. Que puis-je dire aussi des Isabelle, Carole C., Cathy, Cindy, Carole D., Stéphanie, Christine, notre cher Luc, perdu dans un univers de femmes, et tout récemment, Antonina. Ces personnes travaillent avec toute leur gentillesse, leur énergie, leurs compétences, leur qualité, leur bonne humeur quotidienne qui est souvent mise à rude épreuve. Nous leur devons tous nos remerciements et notre respect pour la qualité et la quantité phénoménale de travail qu'ils réussissent à faire souvent dans des conditions difficiles. L'agressivité, le manque de respect, l'incivilité dont ils sont souvent victimes ne leur ont pourtant jamais fait oublier leur professionnalisme. Vous n'avez pas idée de l'équipe du tonnerre qui travaille pour vous, qui met son talent à profit pour vous, les citoyens. Ce sont ces personnes avec le directeur qui prennent les idées du conseil et qui les font naître, grandir, qui les embellissent et qui me rendent incroyablement fière de travailler avec de telles personnes. Vous leur devez un monde de gratitude. J'ai moins eu de contact avec les employés des travaux publics, mais eux aussi méritent tous nos remerciements pour le travail immense qu'ils accomplissent jour après jour
et qui sont aussi souvent la cible de remarques désobligeantes de la part de citoyens méconnaissants. Et c'est bien dommage, car c'est grâce à eux si notre municipalité est propre, bien entretenue, une municipalité que les touristes et les visiteurs apprécient lors de leur séjour et qui fait l'envie de plusieurs. Vous dire que ces 4 années ont été de tout repos serait vous mentir. Et mentir, c'est un loisir que je laisse à d'autres. Nous avons relevé de nombreux défis, surmonté des obstacles que nous avons cru insurmontables, mais avec persévérance et patience, souvent une patience qui n'est qu'un bout de fil, nous en sortons satisfaits. Mais commençons par le début et mentionnons la désorganisation administrative à notre arrivée. Monsieur Leduc est notre 3e directeur général. Je ne répéterai jamais assez à quel point ce poste est le plus important de la municipalité. Ce poste requiert des compétences reconnues dans le domaine municipal et une forte expérience acquise après de nombreuses années de travail dans ce même poste. Il exige aussi une connaissance approfondie de la vie politique. Il nous a pris du temps pour trouver une telle personne et je suis convaincue que nous avons maintenant cette personne capable d'amener la municipalité au siècle présent et de faire les transformations qui seront nécessaires dans les années à venir. Ne nous leurrons pas, nous avons de gros défis qui nous attendent et ce, très prochainement. Ensuite, parlons de la refonte des règlements d'urbanisme, un dossier monstre sur lequel j'ai travaillé avec plusieurs conseillers pendant plus de 2 ans et dirigé par un consultant externe. C'est un dossier que certains citoyens ont critiqué à tort, puisque cette refonte était due depuis de nombreuses années. Elle a amené beaucoup de changements, des changements qui existent depuis longtemps dans une grande majorité de municipalités et qui auraient dû être implantés il y a déjà un bon moment. Il est absolument obligatoire de maintenir nos règlements à jour et de se conformer aux réalités d'aujourd'hui, tout en préservant l'héritage patrimonial important qui existe à Ormstown. De cette refonte sortira aussi en 2026 un guide patrimonial sur lequel nous avons aussi travaillé et expliquera la richesse de notre municipalité, en plus de servir de guide pour l'amélioration des bâtiments qui feront partie de la liste de bâtiments patrimoniaux qui sera établie par notre MRC. Ce guide sera aussi un outil très utile pour le comité consultatif en urbanisme lors de leurs travaux de recommandation. Nous avons une richesse patrimoniale incroyable chez nous. Nous devons la protéger et nous devons en être fiers. La refonte n'était qu'un début. Maintenant, il faudra continuer d'améliorer les règlements et les maintenir à jour. Un gros merci à Luc, notre urbaniste en devenir, de nous avoir accompagnés durant ce processus, pour sa patience à répondre à toutes nos 1000 questions. Je tiens à souligner le travail remarquable de Luc dans la préparation énorme des dossiers qu'il présente au Conseil lors de nos rencontres, mensuelles, en plus des dossiers qu'il prépare pour le CCE. Ces dossiers sont clairs, bien expliqués, photos à l'appui. C'est une personne qui cherche toujours le bon compromis, une patience d'ange et toujours un plaisir de travailler avec lui. Je veux aussi souligner le travail impressionnant accompli par notre nouvelle inspectrice Stéphanie depuis son entrée en fonction. Elle cumulera aussi la direction du service de l'environnement. Avec les changements climatiques que nous ne pouvons plus ignorer, elle a beaucoup de travail sur la planche. Elle est aussi à mettre en place les nouvelles obligations en matière de recyclage et de compostage qui devront être en place en 2026. Stéphanie fait preuve de beaucoup de tact et de compréhension dans ses interactions avec les citoyens. Côté greffe, depuis le départ de M. Gagnon, ce poste a été l'enfant pauvre jusqu'à présent puisque plusieurs personnes y ont transigé. Avec l'arrivée d'Antonina, la nouvelle greffière et directrice des affaires juridiques, elle aura à mettre ce service au plus récent heure. Je tiens donc à lui souhaiter la bienvenue parmi nous et à lui souhaiter un long parcours avec nous. Côté ressources humaines, c'est un service qui était inexistant à la municipalité et donc grandement déficient, évidemment. Cathy, forte de ses compétences et de son expérience, doit monter au complet ce service et mettre de nombreux dossiers aux normes, comme les politiques, un service de paie amélioré et informatisé puisque tout était fait encore à la main. Elle doit prendre en charge les assurances bénéfices des employés, les descriptions de tâches, les contrats de travail, la grille et politique salariale, et j'en passe. C'est une tâche en développement qui est impressionnante et Cathy nous démontre chaque jour l'importance de ses compétences. Côté finances, dans ce service aussi, de nombreuses améliorations sont à venir. Nous en avons parlé ce soir là, des
des 2 logiciels que nous allons changer. Présentement, nous sommes à transformer le système comptable que tous les employés seront appelés à utiliser et Cindy et Carole D. s'acquittent de leurs tâches avec beaucoup de patience et de professionnalisme. Bien sûr, je n'oublie pas notre fidèle Carole C. qui occupe le poste de secrétaire municipal depuis plus de 20 ans et qui est la mémoire de la municipalité. Chaque jour, Carole partage son temps entre la réception, des tâches de comptabilité, d'archives, informatique. Combien de fois elle me dépanne avec mon ordinateur, toujours avec le plus grand empressement et la plus grande courtoisie. J'ai toujours apprécié la diligence avec laquelle elle trouve des réponses à nos questions, toujours prête à aider. Que dire maintenant de l'imposant dossier de l'eau? C'est ce dossier qui m'a amené à me présenter en 2021 et qui a été notre priorité depuis le début. C'est un dossier colossal sur lequel nous nous sommes penchés pendant des heures et des heures. Nous avons commencé à traiter ce dossier avec le travail déjà entamé et nous avons passé tout en revue, chaque détail. Nous avons posé des milliers de questions aux experts déjà embauchés, mais très tôt, il nous est apparu évident que nous avions un grand besoin d'avoir quelqu'un qui possédait les compétences absolument essentielles pour travailler dans l'intérêt unique de la municipalité dans tous les aspects de l'ingénierie. C'est ici qu'est entrée en jeu notre Christine. Il nous a pris du temps pour trouver cette perle rare et il lui a pris un temps monstre pour se mettre au parfum de la quantité astronomique d'informations à colliger dans ce service. Elle ne compte plus ses heures. C'est une employée exceptionnelle et je mets au défi quiconque de me trouver une employée plus dévouée qu'elle. Elle aime son travail et elle y met toute son énergie. En plus de la question de l'eau, elle est en charge de tout ce qui touche les subventions pour la réfection des rues et routes, la préparation des dossiers pour les appels d'offres aux travaux publics, les contrats avec les promoteurs pour les spécifications techniques, la surveillance de ces chantiers, et j'en passe. Tous nos employés sont solidaires les uns des autres et n'hésitent jamais à prêter main forte lorsqu'une surcharge de travail l'exige dans un service. Petit récapitulatif ici de la situation de l'eau potable, les égouts, les étangs aérés, la tour d'eau. À notre arrivée, il y avait certaines actions qui avaient été entreprises pour doter la municipalité d'une usine de filtration. Le travail n'en était qu'à ses débuts. Un puits additionnel, le puits numéro 9, avait été creusé sur le rang du mât pour augmenter la capacité du débit d'eau. Ce puits devait être jumelé aux 2 puits existants du côté sud du rang du mât, les puits 6 et 8. Tous ces puits sont sur des propriétés privées. Le puits numéro 9 n'a à date jamais reçu l'accréditation du ministère de l'Environnement. Un chemin d'accès a été grossièrement mis en place, mais devait être bâti pour rencontrer les normes. Des servitudes notariées devaient être établies pour permettre l'accès légal au chemin, aux puits, aux tuyaux, aux camions. Évidemment, un dédommagement financier serait à prévoir puisque le terrain est en zone agricole. Même chose pour l'usine. Un dossier acheminé jusqu'à un certain point, mais rien n'était finalisé avec le gouvernement et même si des subventions étaient disponibles, la demande n'était pas complétée, donc nous n'avons pas perdu une subvention qui n'était pas encore demandée officiellement. Il y avait encore de nombreuses étapes à franchir. Dès le début, nous nous sommes questionnés sur le bien-fondé de cette décision. Déjà, les puits 6 et 8 du côté de Franklin sont âgés. Et comme vous le savez tous, ont été de plus victimes d'enfouissement de matières contaminées dans les aires de protection. Ce processus nous a obligés à entreprendre des mesures de vérification et de protection des puits en vertu de la loi sur la santé publique, ce qui a aussi impliqué des mesures légales pour faire respecter nos droits dans cette situation. Ce sont plus de 133 000 $ à date que vous avez dû payer pour ce gâchis et ce n'est pas fini. Ce qui nous a amené à se questionner sur l'allergique derrière tout ça. Des puits sur des terrains qui ne nous appartiennent pas, il faut payer une compensation, nous ne contrôlons pas l'accès à ces terrains. Preuve, l'accès nous a été refusé plus d'une fois. Savez-vous que l'usine qui est projetée, quel que soit l'endroit, fonctionne avec des fils qu'il faudrait nettoyer avec des produits chimiques et comme nous ne pouvons pas déverser dans les terres ces produits contaminés une fois utilisés, il aurait fallu avoir un bassin pour recevoir cette soupe de produits chimiques contaminés, transborder ce mélange toxique dans un camion, qui prendrait ensuite la route vers Armstrong pour enfin venir retransborder le précieux liquide dans nos égouts qui débordent, eux, dans la nature.
Pensez au risque que cela représente, surtout si par grand malheur il y avait déversement sur la terre agricole. Pensez aussi à tous les tuyaux à installer entre Franklin et Ormstown, les servitudes nécessaires pour passer sur certains terrains, les coûts. Qu'arriverait-il si en hiver une partie d'un tuyau brise? Il faut aller dans les bois à certains endroits, trouver le bris, réparer et ensuite remettre l'endroit dans l'état qu'il était avant le passage de notre machinerie. Au printemps, quand le terrain serait trop mou pour passer nos équipements, on fait quoi? Vous comprendrez que nous n'étions pas d'accord avec cette proposition. Nous avons discuté avec l'ingénieur du moment qui nous a avoué ne pas privilégier cette solution. C'est à ce moment que nous avons cherché une solution plus pratique qui doterait la municipalité d'infrastructures sur son propre territoire, donc plus facile à protéger, moins de déplacements quotidiens pour nos employés, moins de frais légaux de toute sorte. Et surtout, avoir sur place une personne capable de trouver des solutions viables pour mener à terme la solution la plus fonctionnelle de modernisation de nos infrastructures. Et donc, c'est ce qui a amené à l'embauche de notre ingénieure maison, Christine. Je ne peux vous décrire ici ce soir tout le travail qu'a fait Christine pour en arriver aux décisions que nous avons prises. Toute la révision du dossier depuis le tout début, ses conclusions, tant pour les erreurs qu'elle a relevées, les solutions qu'elle propose pour économiser, tout en apportant les changements obligatoires. On le répète et on le répète, nous n'avons plus la capacité d'égout nécessaire pour des grands projets de construction. Christine vérifie présentement chaque demande de permis de construction pour vérifier si nous avons la capacité d'égout dans un secteur spécifique. Nous sommes à travailler ce dossier qui impliquera aussi la tour d'eau. La tour d'eau qui doit être remplacée obligatoirement puisqu'elle ne rencontre plus les normes gouvernementales. Puis en plus, elle coule de plus en plus souvent. Et elle nécessite des travaux onéreux à chaque fois qu'on doit la réparer. À date, nous l'avons fait réparer 6 fois dans les derniers 9 mois. Christine fait les démarches qui, nous l'espérons, pourraient remplacer la tour d'ici quelques mois si nous ne découvrons pas d'autres problèmes d'ici ce temps. La tour sera par contre conservée comme monument historique et elle sera embellie d'une fresque lors de la phase 3 du projet des sentiers de silo de la MRC. Nous avons donné le mandat pour la recherche de puits ici à Ormstown qui commencera sous peu. Et nous avons aussi fait les démarches pour la réhabilitation du puits Saint-Paul, qui a une capacité de débit équivalente au puits neuf, mais qui a l'avantage d'être ici derrière l'hôtel de ville. Donc, le travail se continue de façon effrénée pour mettre en chantier ces travaux qui incluent aussi la réfection des tuyaux et l'avenir des étangs aérés. Maintenant, j'aimerais vous poser des questions pour votre réflexion. Pouvez-vous me dire comment se fait-il que dans les 4 dernières années, la majorité des camions et équipements du service de travaux publics ont été à changer puisqu'en fin de vie et qu'aucune planification financière n'avait été prévue pour leur remplacement? La même chose pour le camion d'incendie à plus de 600 000 $. Aucune prévision financière de remplacement. Nous avons dû y faire face et trouver des solutions. La même chose pour le nettoyage des étangs aérés qui devait être fait sous peu. Aucune raison financière et plus nous ajoutons de renvoi dans les écous, ça veut dire plus de bâtiments, et plus nous devrons le faire plus souvent. Quand atteindrons-nous sa capacité limite? Savez-vous combien ça coûte nettoyer les étangs aérés? Ça coûte plus ou moins 400 000 $ à chaque fois qu'il faut le faire. Comment se fait-il que nous utilisons les dépôts à neige depuis fort longtemps et que nous ne respectons pas les obligations gouvernementales? Savez-vous que nous allons devoir sans doute trouver un autre emplacement? Savez-vous combien tout ça va vous coûter? Avez-vous les moyens de payer tout ça et plus? Est-ce que les taxes municipales sont suffisantes, selon vous, pour absorber tous ces coûts? Sinon, on fait quoi? On attend les subventions? Certains vous diront que les subventions payent de 90 à 95 % des coûts quand ça vient aux infrastructures. Ce qu'ils ne vous disent pas, par contre, c'est le petit bout de phrase manquant. Oui, c'est 90-95 %, mais c'est des coûts admissibles, ce qui n'est pas la même chose. Et si on regarde les déficits accumulés des gouvernements provinciaux et fédéraux, dites-moi où ils vont trouver l'argent pour aider les quelques 1100 municipalités du Québec qui ont à peu près toutes sont aux prises avec les mêmes difficultés. Surtout lorsqu'on sait que la plupart des gros budgets vont vers les plus grandes villes comme Montréal, Québec, Laval. Dites-moi où ils vont trouver l'argent. Savez-vous qu'au Québec, il y a 1100 municipalités pour environ 9 millions d'habitants et qu'en Ontario, il y a 444 municipalités pour 16 millions d'habitants?
Dites-moi qui va payer pour tous ces travaux. Nous avons chiffré à plus de 60 millions de dollars lors de la séance du 8 septembre dernier, lorsque le directeur et notre ingénieur vous a fait la présentation des travaux à faire. Est-ce que c'est vous, les citoyens? Combien allez-vous devoir débourser? Combien vont coûter vos taxes? En avez-vous les moyens? Je pense bien que non. On fait quoi alors? On laisse les choses se détériorer et on attend les subventions? On prie pour un miracle? Sérieusement? Lors de la dernière séance, une citoyenne demandait justement comment nous allions payer tout ça. Vous rappelez-vous, à un moment, M. Legault, le premier ministre, nous a traités de quêteux et nous a dit que les municipalités allaient devoir faire preuve d'imagination et de créativité pour financer nos besoins. Mais des solutions existent et nous avons commencé à y regarder de plus près. Je vais vous citer ici certains exemples de solutions et vous dire qu'il va devenir crucial que nous entreprenions de travailler avec certaines de ces options. D'autres municipalités ont déjà emboîté le pas. Je vous parle ici, par exemple, de partenariats privés-publics et de développement économique important. Plusieurs petites et moyennes entreprises sont à la recherche de territoires intéressés à se développer et sont prêts à participer au développement de cette municipalité. Ils ne nous demandent pas d'argent, eux. Ils veulent en investir. Nous avons déjà entrepris des démarches avec la députée Carole Mallette, qui s'est dit emballée par un projet, non seulement pour sa signification locale, mais pour son envergure régionale. Le sud-ouest du Québec a un grand besoin d'économie et nous avons les moyens de le réaliser, mais surtout, nous avons l'emplacement géographique idéal propice à ce développement. Nous sommes à 50 minutes de Montréal, 15 minutes de Valleyfield et du Port, 20 minutes de l'Ontario et oui, à quelques minutes des États-Unis. Un jour, nous devrons croire que nous rétablirons des liens plus normaux avec nos voisins du Sud. Donc, nous sommes à faire les démarches dans ce sens. Armstrong et ses citoyens ont besoin d'entreprises qui vont amener du travail rémunérateur pour permettre d'avoir des emplois qui donneront la chance aux citoyens d'avoir une meilleure qualité de vie, de pouvoir payer leur loyer et peut-être même de se permettre quelques extras, chose impossible pour de nombreuses familles en ce moment. Nous avons d'autres projets aussi, comme le projet Signature, entièrement conçu par nos employés, qui ont mis leur talent à nous concevoir un fabuleux projet pour le centre récréatif. Ils nous en ont fait leur présentation et on a tous été charmés par ce que nous avons vu. Ce projet incorpore un centre récréatif moderne, incluant des salles communautaires, des salles de rencontre et même possiblement la bibliothèque. Le projet comprend aussi des installations extérieures, comme les jeux d'eau et la patinoire réfrigérée, en plus de d'autres installations. D'ailleurs, les jeux d'eau sont installés selon ce plan et la patinoire réfrigérée est prévue d'être installée en fonction de ce projet si jamais nous obtenons l'aval du Canadien de Montréal. Nous avons très hâte de vous en faire part de notre projet lorsqu'il sera plus avancé. Donc, tout ça étant dit, j'espère sincèrement que vous comprendrez que nous n'avons pas chômé durant ces 4 dernières années et que nous sommes fiers du travail accompli. 4 ans pour réaliser des projets de telle envergure, c'est court, beaucoup trop court. Cependant, le travail doit se continuer. Nous n'avons plus les moyens de recommencer tout à chaque 4 ans. Les infrastructures ne résisteront pas. Notre ingénieur nous répète à chaque semaine l'urgence d'agir pour ne pas se retrouver avec des situations dramatiques. Dernière chose que je tiens à adresser, et non la moindre, c'est la très grande déception, je dirais, que je ressens en ce moment face au harcèlement et à la dénigration, à l'attaque injustifiée qui est faite par Armstrong Observer, Jesse Roskies et autres envers la municipalité, ses officiers et les élus. Comprenez-moi bien, nous pouvons absolument et sans aucun doute possible réfuter les allégations de M. Roskies. Ce faisant, c'est vous qui payez pour tout le temps perdu par les employés qui doivent répondre à ces incessantes demandes d'information qu'il utilise par la suite pour faire de la désinformation. Il utilise les mêmes façons d'agir que notre voisin du Sud, et ici au Canada, nous déplorons cette façon d'agir. Il serait grand temps d'élever le discours et de ne pas s'abaisser à de tels propos diffamatoires, mensongers et promoteurs de haine. J'en arrive à croire que M. Roskies croit que nos citoyens sont trop imbéciles pour faire leur propre jugement, qui sont incapables de faire la part des choses. Je sais très bien que la très grande majorité de nos citoyens sont beaucoup plus intelligents.
Je déplore aussi que les candidats actuels qui se présentent ne font aucune preuve de courage pour dénoncer ces actions inacceptables envers la municipalité qu'ils veulent représenter comme élus. La municipalité, ce sont les employés, les élus et les citoyens. N'est-il pas nécessaire de la défendre en tout temps, cette municipalité, ou si seulement lorsque vous êtes élu? Et vous, les citoyens, qui payez pour tout ça, vous en avez pas marre? Sommes-nous vraiment rendus à faire de la politique à la Trump? Je m'attendais à plus de respect. Après ce long discours que je termine, n'inquiétez-vous pas, je terminerai en disant que depuis 4 ans, j'ai mis des heures interminables à étudier tous les dossiers. Je les connais par cœur. Je me suis investie avec toute mon énergie. J'ai fait des erreurs comme tout le monde. C'est comme ça qu'on apprend dans la vie. En faisant des choses, en agissant, on se trompe, soit, mais on recommence et on continue. C'est pourquoi, après mûre réflexion, puis après de nombreuses demandes de citoyens satisfaits du travail accompli, et parce qu'il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée, que je solliciterai un second mandat comme mairesse afin de continuer le travail commencé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Nous allons donc passer à la période de questions. Je vous rappelle que la période de questions ce soir est uniquement sur les sujets qui sont à l'ordre du jour, puisque c'est une séance spéciale et que c'est la dernière séance du Conseil pour ce mandat-ci. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ce soir? Donc, s'il n'y a pas de questions dans la salle ce soir, nous mettons un terme à la séance proposée par Jacques Guilbeault et secondée par Shane Beauchamp. Il est 18h04.